Ouais, ok. Bonsoir tout le monde. Allez-y, Allez, allez-y, vous pouvez y commencez. aller, hein. Vous pouvez y aller. Donc voilà, William, je suis SRE chez Criteo. Je travaille sur la plateforme offline. On a un énorme cluster Hadoop que Emmanuel a décrit tout à l'heure. On a plein de jobs qui transforment de la donnée pour afficher de super pubs. Alors le titre de la présentation, là, l'océan, je sais plus trop quoi. Je vous avoue, j'ai demandé à ChatGPT de me générer quelques petits intitulés et j'ai laissé mon collègue Can faire la sélection. Donc voilà, je n'assume pas trop le titre, mais toujours est-il que l'idée, c'est surtout de vous refaire l'histoire d'un gros bug de production qui a été quand même très dur à investiguer, avec pas mal d'enseignements. Et j'espère que pendant ce récit, bah, bien sûr, je vais vous intéresser et si je peux vous apprendre aussi des choses, tant mieux. Donc du coup, on va plonger tout de suite dans le bain. Je vais vous demander qui connaît MapReduce. Genre bien MapReduce. Non? Ok. Qui connaît Spark? Peut-être utilise Spark? D'accord, ok. Donc je passerai quand même un petit peu de temps sur cette partie-là. Donc, pour MapReduce, on va prendre un exemple tout simple qui est le word count. Imaginez que vous avez ces trois phrases. La phase de map, c'est associer finalement des clés et des valeurs. Donc là, je vais découper chaque phrase en différents mots. La clé, ça va être le mot. La valeur, ça va être un. Ensuite, je vais avoir une phase qui s'appelle le shuffle. Donc là, en fait, il va falloir que je calcule un hash sur la clé et que j'applique un modulo. Donc le modulo, là, j'ai mis n. En fait, je peux choisir le nombre le nombre de tâches que je veux pour faire la phase suivante. Donc, je vais vous montrer un exemple avec n qui est égal à 4. Là, j'ai mis des valeurs complètement arbitraires pour illustrer. Mais ce qui est important de voir, c'est que bah, à chaque fois que je vais hasher Java, ça va me donner modulo 3. À chaque fois que je vais hasher is, ça va me donner modulo 1, etc. Euh, hum, Attendez, excusez-moi, je suis un tout petit peu perdu dans ces écrans. Voilà. Alors ensuite, je fais la phase, pas de shuffle, mais donc de... oui, la phase de shuffle, là, j'ai associé, pardon, les hash. Excusez-moi. Là, maintenant, du coup, je vais redistribuer ces données et je vais bah, associer toutes les valeurs qui m'avaient fourni un modulo 0 ensemble, toutes celles qui m'avaient fourni un modulo 1 ensemble, etc. Ça va me permettre de faire la dernière tâche de ma reduce qui s'appelle reduce et qui donc consiste en fait à agréger les informations. Et là, du coup, bah, voilà, j'ai pu faire mon décompte des mots. Il y a trois fois Java, trois fois is. Je vais vous faire un autre exemple qui va être un petit peu plus lié au problème de prod rencontré, qui est comment on peut faire un group by. Donc, on imagine cette table euh, de données et on va essayer d'utiliser MapReduce pour faire cette requête qui est une agrégation en fait par client catégorie de l'argent qu'ils ont dépensé dedans. Donc la phase de map, ici, comme clé, bah, je vais prendre le nom du client et la catégorie. Et comme valeur, le champ amount. On peut noter que je peux faire ce travail aussi en utilisant pas un seul mapper, mais deux mappeurs. Si on continue cet exemple, le shuffle, ça va me donner la chose suivante. Donc j'ai fait mon hash, pareil, c'était arbitraire les 1 et les 0. Mais à chaque fois que j'avais le même couple client catégorie, j'ai obtenu le même résultat pour le hash mode 2. Par exemple, ici, Alice Hardware, j'ai bien eu hash mode 2 qui vaut 1. Donc quand je les reshuffle, ça me fait ça. La data a été fetchée de cette manière. Et là, je peux passer à la phase de reduce, comme ceci. Ça va, c'est clair, cette partie-là? OK. Donc l'intérêt de MapReduce, enfin, en gros, un gros intérêt, j'ai pas voulu faire une liste exhaustive, mais c'est que bah, on peut distribuer, donc on peut faire des calculs sur des données géantes en parallèle, et c'est résistant aux pannes. Un petit exemple de comment on peut résister à un certain type de panne. Donc je reprends mon exemple. Imaginez que en plein reduce, je perds l'information. Pas de problème, en fait, je peux relancer juste cette partie du traitement, refetcher la data qui va bien, reproduire le résultat de mon reduce, et j'aurai un résultat cohérent.
Je peux imaginer un autre type de panne. Par exemple, j'ai pas encore fait ma phase de shuffle et allez savoir pourquoi la donnée que j'ai générée pendant la phase de map, j'en ai perdu une partie. Donc la partie shuffle va essayer de fetcher de la donnée, mais là, ah, la donnée est absente. Bah, du coup, je vais pouvoir réaliser à nouveau ce map et ce reducer va pouvoir fetcher la data manquante et faire un reduce cohérent. Maintenant, on va regarder un peu plus Spark. Donc Spark, en fait, bon, là, ce que je vous ai montré, c'était théorique, pseudo-théorique, on va dire. Mais c'est dur à mettre en œuvre quand même. Il faut le distribuer, il faut réussir à fetcher la donnée, il faut réussir à résister aux pannes. Un framework comme Spark, ça fait ça et même bien plus de choses. Donc déjà, ça fournit une abstraction sur le jeu de données. Ça s'appelle le RDD pour Resilient Distributed Dataset. Et il y a des opérations. Alors, si vous utilisez les lambdas, c'est des choses que vous connaissez. Si vous avez fait du Scala, Spark est écrit en Scala, c'est des choses que vous connaissez. Donc, map, flat map, reduce, reduce by key. Il y a aussi cogroup, d'autres choses comme ça. À partir de ce code écrit par le développeur, là, le framework Spark va créer un plan d'exécution de la requête. On va voir un peu plus tard à quoi ça ressemble. Il va aussi décider du partitionnement de la donnée. Tout à l'heure, je vous ai montré que j'avais décidé d'utiliser deux mappeurs dans mon exemple. Là, c'était purement arbitraire, mais vous imaginez que si je travaille sur un péta de données, je ne vais pas pouvoir mettre un péta par mappeur, donc je vais devoir découper en portions plus petites. Avec des heuristiques, le framework Spark va pouvoir automatiquement vous découper ça en portions qui font à peu près toute la même taille. Et toute la partie du runtime va être aussi abstraite. Donc en fait, vous avez juste écrit un code qui paraît être du code local, et en fait, là, Spark va tout vous faire en mode distribué. Donc pour ceux qui connaissent les noms qui vont avec ça, driver, executor, task, shuffle, on va avoir l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Bien sûr, il assure aussi toute la partie de tolérance aux pannes. Donc, les exemples que je vous ai montrés tout à l'heure, où on perd un reduce, où on n'arrive pas à shuffle de la data, Spark va le gérer tout seul et en plus, ça va être au cœur de notre problème. Je vous montre un peu de code. Alors, c'est pas du Java. Je vous ai dit Spark, c'est écrit en Scala. Moi, perso, j'ai trouvé que c'était plus lisible comme ça en Python. Donc après, je vous laisse penser ce que vous voulez. Toujours est-il que donc la première ligne, là, je lis un fichier texte. Euh, Ce qu'on va faire plus classiquement en production, c'est qu'on va lire plutôt un chemin vers un file system distribué. HDFS, c'est un des plus connus, mais c'est pas forcément, ça ne veut pas dire que c'est que HDFS. On pourrait lire l'intégralité d'un bucket S3. Et ça va être notre source de données. Ce qui est intéressant, c'est que ce code-là, j'ai juste à changer textfile par pass on HDFS. Et ce sera absolument le même code pour faire la même transformation. La ligne suivante, ça va être des opérations de map. Donc là, on voit qu'on split la donnée. Donc là, je suis dans le cas avec client, catégorie et amount. On imagine que c'était les trois colonnes. Voilà, je vais le mapper vers un tuple. Et ensuite, il faut que je crée une clé valeur. Donc ça, ce tuple, je le retransforme. Bon, j'aurais pu le faire directement, mais on voit bien les étapes. Et donc ma clé, c'est bien le client, la catégorie, et la valeur, c'est bien le montant. À la fin, j'ai juste à faire reduce by key. Et du coup, la fonction de reduce, ça va être de faire la somme des valeurs. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Spark il a un plan d'exécution. Donc, en fait, on peut lui demander de lire ce CSV. On utilise une API d'un peu plus haut niveau qui s'appelle le data frame. Là, on peut donner un nom aux différentes colonnes de notre dataset et on peut aussi donner carrément un nom à ce dataset comme si c'était une table SQL, ce qui nous permet d'exécuter une requête vraiment en langage SQL. Ce qui est intéressant avec le langage SQL, c'est que Spark va être capable d'effectuer en fait des optimisations de nos requêtes SQL. Donc sur celle-là, je suis pas sûr qu'il y ait grand-chose, mais sur des requêtes qui sont grosses et même géantes. À Criteo, j'ai vraiment vu des requêtes géantes. Je ne sais pas comment les gens les ont maintenues honnêtement, mais genre 1500 lignes, c'est assez impressionnant. Ça va être optimisé en fait par le langage. Alors que cette API-là, il ne va pas réussir à optimiser grand-chose puisqu'en fait, on indique clairement la succession d'opérations qu'on fait.
Alors, le plan d'exécution. Là, ça, c'est une photo qui est prise de ce qu'on appelle la Spark UI, euh, qui, quand on lance un job comme ça, on a un petit composant, je l'ai nommé tout à l'heure, le driver, qui est chargé de réaliser le plan d'exécution. Il produit quelque chose comme ça. Donc, pas besoin de lire ce qui est écrit. Simplement, vous voyez que tout ce qui est vertical, vous pouvez considérer que c'est une grosse tâche de map. Et dès qu'il y a une flèche, bah, en fait, c'est quelque part un reducer qui a fléché de la data. Donc, en fait, on a une succession de maps et reduce comme ça, parfois des versions même un peu plus compliquées, puisqu'on a la donnée qui vient de plusieurs maps opérations et qui sont groupées, etc. Mais la philosophie reste la même, une sorte de map reduce géant. Sur la partie runtime, bon, là, c'est assez abstrait, mais grosso modo, ce qu'il faut voir, c'est qu'il voilà, il y a le driver qui est exécuté dans un process à part, qui tourne dans un conteneur, et qui va discuter avec un cluster manager. Ça peut être Hadoop, ça peut être Kubernetes, ça peut être Mesos, ce que vous voulez, euh, et qui va du coup demander des worker nodes. Et une fois qu'il y a des worker nodes qui sont disponibles, bah, la partie qui est dans le driver va envoyer les morceaux de code. Donc, il va vraiment y avoir de la sérialisation de code, des fermetures de contexte. Il va envoyer le code aux exécuteurs et leur dire, bah, exécute ce code. Et les exécuteurs, en fait, eux, ce qu'ils ont comme abstraction, c'est les petits morceaux du dataset qui sont censés gérer, qui sont appelés des tasks. Et en fait, du coup, avec une architecture comme ça, même si on doit, pour un job, exécuter 100 000 tasks, bah, si on n'a que deux exécuteurs qui peuvent en faire trois en parallèle, ça va prendre du temps, mais ça va peut-être aboutir. On pourra peut-être avoir des problèmes de mémoire, mais bon. Et si on en a 1000, bah, là, du coup, tout sera fait en parallèle et ça ira beaucoup plus vite. Mais il y a vraiment une très bonne décorrélation comme ça entre l'architecture, je dirais, physique et l'architecture plus logique du plan d'exécution. Juste pour vous donner une petite idée aussi de comment la partie j'ai mappé de la donnée, après je fais un réducteur. Ce qui se passe derrière, c'est que chaque exécuteur, quand il y a une map task qui va être exécutée, elle va créer un fichier d'output qui va rester sur le serveur. Ce fichier-là, en fait, il est organisé. Alors, il y a plusieurs formats. Je vous dis le format initial qui est le plus simple à comprendre. C'est que il est séparé en autant de portions qu'il y a de tâches de reduce. Vous vous rappelez le fameux modulo n? Bah, du coup, il y aura n portions, une pour le réduceur 0, une pour le réduceur 1. Et ça, dans chacun des fichiers. Donc après, quand il y a toutes les tâches de map comme ça qui ont été réalisées, on peut passer à la partie reduce. Et les tâches de reduce vont du coup fetcher chacune des portions bah, dans chaque fichier qui a été créé par des mappeurs. Donc là, je n'ai pas fait toutes les flèches pour toutes les tasks de reduce, sinon c'est illisible, mais c'est un peu ce qui se passe et ça génère pas mal de trafic. Ces fichiers-là, ils sont exposés bah, soit par les exécuteurs eux-mêmes. Il y a aussi des configurations dans lesquelles Spark vous permet d'ajuster dynamiquement la quantité de conteneurs que vous avez à un instant T pour s'adapter bah, à des phases plus coûteuses en ressources du job. Et dans ce cas-là, ils peuvent être tués aussi pour récupérer des ressources. Et on a un service résident sur les serveurs qui prend en charge en fait le fait de fournir les outputs de ces fichiers-là. Est-ce que c'est clair à partir de là? Si tout est clair, je vous propose de plonger dans le problème qu'on a eu. Donc, c'était l'année dernière, sur un gros message comme ça, sympathique quand même, il y a des emojis et tout. Mais voilà, ça fait des strange behavior, corrupted data, ça fait pas plaisir. Et en particulier, ce qui nous explique, c'est que donc ils arrivent à détecter qu'il y a des incohérences, parce que heureusement, ils font de la vérification de data de production. Et ce dont ils se rendent compte, c'est que quand il y a une incohérence comme ça qui s'est reproduite, si jamais ils relancent l'exécution pour essayer de recréer la data, ce qu'on appelle un backfill, euh, là, il n'y a plus de problème. Ça fonctionne. Voilà. Donc, bah, c'est un peu embêtant. Ce qui est en plus super embêtant, c'est qu'on est en pleine migration de data center. Et la migration de data center, c'était vraiment
un gros, gros, gros événement, et en particulier là, vraiment gros, parce que on a dû le faire très vite, avec une quantité réduite de ressources. Alors, pour vous donner quelques chiffres, vous voyez un peu la taille du cluster, c'est 3000 serveurs. Ça fait plus d'un péta de RAM et des cœurs physiques, je vois 250 000. Il y a 60 millions de conteneurs par jour et 300 à 400 000 jobs qui tournent par jour. Donc c'est quand même assez massif. Et du coup, là, on n'a pas eu le luxe d'acheter 3000 serveurs dans un autre data center. Euh, et en plus, alors, même si on avait pu le faire, de toute façon, c'est compliqué. Parce que vous prenez un job qui s'exécute dans le data center A, vous le mettez dans le data center B. Bah, comment il consomme la donnée qui est, elle, toujours dans le data center A? Et de toute manière, une fois que vous l'avez déplacé dans le data center B, lui, il va produire de la donnée, mais qui est lue par des jobs qui sont encore dans le data center A. Et en fait, vous avez une espèce d'aller-retour comme ça qui est quasi insolvable. Donc voilà, c'est pas le but de la présentation. Si vous êtes intéressé plus tard, on peut en parler, mais c'est compliqué, quoi. Voilà. Donc pour faire fonctionner ça, en plus, on a innové cette fois dans la migration avec mon équipe. On a fait un mode full duplex de la data entre les deux DC. Ça faisait des transactions cross DC. Il y avait la latence à gérer qui n'était pas évidente, une grosse bande passante à utiliser. Et ce qu'il faut retenir pour ce cas-là, c'est que c'était le sujet qui était compliqué, qui était nouveau, qui n'était pas forcément bien compris par les équipes. Donc ce genre de sujet, bam, c'est la target de prédilection. Et ça loupe pas. On me demande si ça peut être dû à la migration de data center. Est-ce que ça pourrait être qu'il y a des blocs qui sont perdus ou alors dupliqués avec la réplication, etc. En fait, il n'y avait même pas vraiment une réplication asynchrone, tout était synchrone, les transactions, elles étaient validées sur les deux data centers, donc ça ne pouvait pas se produire. Mais voilà, ça, c'est un cas déjà classique. Si on imagine une cause, on n'a pas forcément de preuves, donc là, la migration de décès, et on se met à essayer d'extrapoler. On commence à essayer de tirer des conclusions, mais à aller assez loin dans l'exercice. Là, dans l'exemple, c'est pas trop saillant, il pose juste une question. Mais voilà, il y a plein de fois où j'ai vu ça se produire. Peut-être que vous l'avez vu aussi dans votre cas, où on va vraiment trop loin et on manque de preuves, en fait, on manque d'observations. En plus, le pire, c'est quand on est dans cet état et qu'on essaie de prouver notre hypothèse qui, déjà, à la base, est farfelue, quoi. Donc là, vous êtes parti dans un trou noir et vous n'en sortirez pas. Euh, bon, en fait, là, simplement, ce que j'ai demandé, déjà, c'était des observations, en fait. Donne-moi les informations sur un job qui fail, le backfill qui correspond, et je vais essayer de regarder et de voir ça sur beaucoup d'occurrences. Essayer de trouver des patterns, en fait, mais pas de tirer trop de conclusions. Bon, voilà, dans mon langage, je vais dire oui, je pense que ça peut être ça, etc. Mais c'est vraiment plutôt factuel. Là, je vois que c'est quand les tâches sont relancées par Spark pour pallier à une exception qui s'appelle la fetch failed exception. Donc, c'est vraiment l'exception quand il y a un réduceur qui essaie de prendre de la data qui vient d'un mapper. La deuxième que je vous ai montrée, Spark, en fait, il ne sait pas est-ce que la donnée, elle a juste été complètement perdue, est-ce que c'était transient. Il décide de se dire, la donnée du mapper n'est plus disponible, il faut que je refasse le mapper pour ensuite refaire les réduceurs. Donc, c'est ce truc-là, j'observe que ça a l'air d'être ça qui est la cause. Alors ensuite, comment on continue? Là, il faut vraiment essayer de se mettre, même pas essayer, je veux dire, arriver à se mettre dans les mêmes conditions que le test de prod. Alors là, on est sur un problème qui est complexe. Il y a énormément de composants. Euh, vous ne pouvez pas en fait essayer de reproduire ça dans un environnement sandboxé. Peut-être que vous n'y arriverez pas du tout, ou peut-être qu'un bug que vous allez reproduire n'est pas exactement le même, ou en fait il a son origine dans autre chose. Donc c'est pas forcément évident, mais voilà, il faut les mêmes données, les mêmes paramètres, le même environnement. Et si c'est pas possible, en fait, je pense que il faut rester quand même assez strict là-dessus et se dire, je vais essayer de rajouter des choses dans le code de prod petit à petit voir ce qui se passe. Et en fait, ça fait bien écho à ce qu'a montré Jean-Philippe tout à l'heure. Par exemple, ils ont de l'instrumentation qui permet d'aller
récupérer des traces. Donc, ils n'ont peut-être pas tout de suite, ah tiens, il y a ce problème-là, mais après coup, ils peuvent réobserver la timeout qui se passe, etc. Et du coup, ils sont outillés pour bien le faire. Dans mon cas, ce qui est bien, c'est que les personnes qui construisent les job schedulers, donc Spark, il fait tourner une transformation sur un jeu de données, mais par exemple, ça va être telle donnée à telle heure de la journée. Ça, il faut le relancer plein de fois par jour. Donc, c'est ce qu'on appelle le job scheduler. Il y a une équipe qui crée un job scheduler custom pour Criteo. Et ils ont eu l'excellente idée de proposer un mode dry run. Donc, dry run, en fait, je tourne sur la prod, je tourne avec des données de prod, mais la donnée que je produis, ensuite, elle est sandboxée. Et du coup, je peux lancer quelque chose sur la data de prod, dans mon environnement de prod, mais sans perturber la prod. Et ça, c'est très intéressant. Donc, grâce à ça, je peux au moins relancer le job plein de fois. Après, il se trouve aussi que bon, je suis administrateur de la plateforme, donc moi, j'ai les accès à la prod. Donc, je peux me connecter sur les serveurs et je peux tuer des conteneurs ou je peux tuer un shuffle service. Bon, je sais ce que je fais du coup. Mais ce que j'espère, c'est que si vous avez besoin de débugger de la prod, vous avez ces accès de prod. En tout cas, voilà, moi, j'ai absolument besoin de ça. Donc, ça me permet d'essayer de reproduire l'erreur, de tuer des conteneurs et j'arrive à reproduire. Ça, c'est déjà pas mal. Allez, cluster overload. Ah oui, alors la migration de data center, qu'est-ce que ça fait encore? On s'est retrouvé avec plus de jobs parce qu'il y a toujours plus de projets, toujours plus de features, toujours plus de data, donc toujours plus de jobs, mais pas forcément toujours plus de serveurs. Surtout quand il y a eu des investissements pour un nouveau DC, etc. En plus, à cause de la donnée répliquée, on a des phases où il y a une énorme pression sur les disques durs. Donc, ça aide pas à faire aller les jobs assez vite et ça peut justement produire des erreurs. Vous vous rappelez, les map output files sont sur les serveurs et quand un reducer a besoin de data, il fetch la donnée dans tous les map output files. Cette donnée, c'est des rows dans chacun des fichiers, donc c'est plein de random read-write. Donc voilà, là on change l'architecture, on met des NVMe pour justement pallier à ces problèmes-là. Mais ce cluster-là, il avait 7 ans d'existence. On était sur des disques rotatifs. Et donc, du coup, ça n'aime pas du tout ce genre de pattern d'accès. Au final, ça fait que le cluster est tout le temps en full, parce que les jobs sont lents, il y a des failures, etc. Et donc, bah voilà, ça c'est votre prochaine target, le cluster full. Bon, bah, ça loupe pas. Et quel est l'anti-pattern ici? Alors bon, j'ai essayé de trouver une manière de théoriser ça. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais moi, j'ai appelé ça identifier un mauvais déclencheur. Euh, donc, ce que je voulais dire par là, c'est que ce que j'appelle un bon déclencheur, c'est quelque chose qui va systématiquement déclencher le problème. Euh, et aussi, en fait, qui va le faire indépendamment d'autres déclencheurs. Alors, ce que j'appelle déclencheur, je dis c'est un peu abstrait, ça peut être plusieurs facteurs combinés, mais c'est quelque chose qui est isolé et qui va à coup sûr me produire ce problème. Là, dans le cas du cluster full, c'est que le cluster full, ça peut produire des erreurs de fetch failure. Mais en fait, le cluster peut être full et tout tourne bien. C'est pas quelque chose qui va déclencher mon problème. Et en fait, du coup, ça m'apporte aucune information supplémentaire. Par contre, de faire failer le shuffle service à un moment précis, ça, c'est un déclencheur qui, à tous les coups, reproduit le problème. Donc, essayez vraiment de bien filtrer comme ça, surtout quand, en fait, dans ce genre de problème, on va avoir peut-être 50 personnes, voire plus, qui sont impliquées, qui essaient toutes d'aider, pas forcément avec les mêmes niveaux de connaissances, de compétences, etc. Donc, il faut prendre un peu tout ce qui rentre, parce qu'il ne faut pas négliger quoi que ce soit, mais il faut aussi savoir bien filtrer et bien repérer ce qui va vous aider à avancer sur le problème et ce qui ne va pas vous aider. Alors, un autre sujet autour de ce problème, euh, AQE et QUB. Donc, AQE, c'est l'Adaptative Query Execution. En fait, c'est un mécanisme qui a été rajouté dans Spark 3. Ce qui permet de faire, c'est que jusque-là, Spark est capable d'optimiser votre requête SQL. Mais une fois qu'il a déterminé qu'il fallait découper la data d'une certaine manière, en un certain nombre de partitions, c'est assez statique en fait. Ça évolue pas pendant le job. Donc parfois, c'est pas super adapté.
Et ils ont rajouté ça pour se dire, bah, en fait, je peux observer ce qui s'est passé dans mes stages pour modifier le plan d'exécution à chaud et décider, bah, par exemple, qu'à ce moment-là, je vais mettre moins de réduceurs, plus de mappers, même des optimisations plus sioux. Et ça se fait à chaud. Une des raisons pour lesquelles ça avait été activé avec le fameux KeyUbi, c'est pour réduire le nombre de petits fichiers qui sont générés par un job. Alors, que je vous explique ça. Vous imaginez que vous avez un job et que le dernier stage, il a eu 1000 tâches. C'était 1000 tâches de réduction. Il fallait le faire en parallèle parce que les tâches de maps, c'était un gros volume de données. Mais peut-être qu'à la fin, la donnée que vous avez agrégée, elle est un peu plus petite. Mais néanmoins, il a fallu quand même le distribuer sur 1000 tâches. Bah, la dernière opération d'écriture du fichier va vous produire 1000 fichiers, un par tâche. Et des petits fichiers, du coup. Ce que vous pouvez faire avec, du coup, d'Adaptative Query Execution plus KeyUbi, c'est de rajouter un stage qui s'appelle un stage de répartition et qui, en fait, n'a que pour vocation de réduire le nombre de partitions ou l'augmenter. Mais dans notre cas, ce qui nous intéresse, c'est de le réduire. Et donc, du coup, vous vous retrouvez avec beaucoup moins de fichiers en sortie. Alors, en fait, KeyUbi nécessite d'utiliser l'AQE, je dis toujours AEQ, donc ça c'est vu. Et l'AQE, ça vient avec des optimisations par défaut. Donc, bam, bah, tout de suite, c'est une bonne target aussi, ça, les optimisations à chaud. On a tous entendu, oui, code optimisé, ça peut rater, etc. Donc voilà, on avait effectivement identifié que c'était l'AQE. Et là, du coup, je fais des tests. Et là, je commence à essayer de regarder quelle feature de l'AQE je vais retirer euh, pour essayer de voir est-ce qu'il y en a une en particulier qui pose problème. Et là, je suis tout content, j'ai l'impression que j'en ai trouvé une qui pose problème. Alors surtout, je vous encourage à répéter vos tests. Faites-le plein de fois. Euh, et essayez de faire échouer en fait ce qui semble avoir réussi. Challengez-vous. Vous avez réussi à faire tourner quelque chose, super. Bah, en fait, essayez de recommencer, mais essayez de voir si vous pouvez pas le casser, quoi. Euh, Aussi, si vous aviez une hypothèse, essayez de la mettre en défaut. Là, c'était auto-broadcast join threshold qui est censé poser problème. OK, si je pète un stage qui n'a pas d'auto-broadcast join threshold, est-ce que ça va péter? Et en tout cas, de faire cet exercice et de me challenger, eh ben, je me suis rendu compte que je m'étais juste gouré. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en changeant les paramètres de la QE, bah, le plan d'exécution, il change à chaud. Il n'est plus le même. Et donc, en fait, je fais plus la failure au même endroit, exactement. Donc, je croyais avoir testé quelque chose, mais juste, bah, je faisais pas failer la bonne chose. Donc là, j'ai pu m'en rendre compte. Et du coup, j'ai pu aller plus loin. J'ai pu voir qu'en fait, c'est vraiment le dernier stage qui pose problème. Et seulement quand je fais failer ce dernier stage, ça pose problème. Et ce dernier stage, c'est celui qui est créé par KeyUbi. C'est le stage de répartition. Si je le retire, il n'y a plus ce stage-là. Et du coup, là, bah, si je fais failer le dernier stage, mais qui n'est pas un stage de répartition, j'ai pas de problème. Une autre chose que je caractérise, je vous le mets là, c'est pas forcément. En fait, je vous le dis, un truc que j'ai trouvé, c'est que si jamais toutes les tâches de Reduce fail, donc elles sont toutes relancées et tous les mappers avant sont relancés, il n'y a pas de problème. C'est seulement quand j'ai certains reducers qui n'ont pas réussi à fetcher de la data et d'autres qui, eux, ont réussi et ne seront pas rejoués. Voilà, ça, j'ai observé ça. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai observé ça. On retourne sur KeyUbi alors, du coup. On se dit, bah, ok, en fait, KeyUbi, au départ, ça me faisait un peu peur, genre, ah, c'est encore un nouveau truc à aller creuser comme code, etc. Donc, bon, déjà, ce qu'on a vu, si on désactive KeyUbi, on n'aura pas le problème, il n'y a pas de stage de répartition. Et déjà, ça va causer des problèmes parce qu'on voulait éviter les petits fichiers. Donc, quand il y a des petits fichiers qui sont générés, les jobs qui tournent après, qui lisent ces petits fichiers, ils mettent beaucoup plus de temps parce qu'ils lisent plus de fichiers qui sont plus petits. Ils gâchent beaucoup de ressources pour faire le listing, pour les récupérer. Donc, ça commence à poser vraiment des problèmes. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est que si c'est pas Kiubi, qu'est-ce qui me dit qu'il n'y a pas un autre job qui va se retrouver dans les mêmes conditions et je l'ai loupé. Et en fait, ce job-là, lui, au lieu de vérifier la data de prod qu'il produit, il ne le fait pas. Donc, il ne va pas se rendre compte qu'on produit une donnée mauvaise. Donc, bon,
c'est quand même pas génial. Il faut que je regarde ce que ça fait QB. Et du coup, je regarde et en fait, ça fait pas grand-chose. C'est pratique, mais en fait, ça fait pas grand-chose. Je m'en étais fait un peu une montagne. En fait, ça arrive à prendre des hooks dans ce fameux plan d'exécution pour bah, rajouter quelque chose. Et en fait, ça rajoute vraiment seulement ce stage de répartition. Ça fait pas de la magie noire. Juste, ça dit rajoute un stage de répartition. OK, bon. Alors, du coup, on va regarder un répartition stage avec la QE. Et décidément, j'ai du mal. Sans QB. Alors, c'est un mécanisme, la répartition, qui est quand même stable sur Spark, tout de même, quoi. Mince, ça fail. OK. J'aurais pas cru, mais voilà, ça fail et on voit que ça laisse un peu tout le monde pantois. Donc, à partir de ce moment-là, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a un workaround déjà qui permet d'utiliser la QE et de préserver la safety. Euh, Ce workaround, peu importe les properties, vous allez les comprendre peut-être un peu plus tard, c'est qu'en fait, quand il y a une fetch fail d'exception, au lieu d'essayer de retry les tâches, Spark va se dire, non, en fait, j'arrête, je fail l'intégralité du job et du coup, il faut recommencer. Donc, c'est pas idéal du point de vue performance parce qu'on est obligé de refaire tout le job, mais du point de vue intégrité de la donnée, là, on est bon. Donc, on a au moins quelque chose qui permet de ne pas faire des petits fichiers. Et comme l'événement est pas si rare que ça, mais assez rare, on peut se permettre de relancer de temps en temps le job. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Et après, bah, souvent, on s'arrête là. Mais moi, je voulais pas m'arrêter là. parce que, parce qu'en fait, je comprends pas. Les properties que je vous donne, en fait, c'est un problème du stage répartition de Spark que j'ai vu il y a déjà plusieurs années de ça. C'était en Spark 2.4.0, d'où c'est stable depuis 2.4.0. Et c'était des problèmes justement d'intégrité de données. Et ils sont censés les avoir fixés avec sort before repartition. Et pourtant, ça plante quand même. Donc j'ai envie de comprendre en fait et de savoir. Et ben, on va voir ce que peuvent être les problèmes liés à la répartition. Donc imaginons qu'on a trois tâches comme ça. Les valeurs, là, c'est A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Comment on fait une répartition simplement? Notre phase de map, ça va être d'associer à chaque rang un nombre random. Ensuite, on va hacher ce nombre et du coup, on va pouvoir faire un reduce. Ici, comme j'ai fait du mode 2, j'ai deux réduceurs et j'ai bien mes tâches comme ça. Alors, ça, il faut que ce soit résistant à la panne, bien entendu. Donc, regardons, qu'est-ce qui peut se produire? Eh ben, imaginons que là, j'ai ma phase de reduce qui est en cours et je shuffle de la data et là, j'arrive pas à le faire. Donc, c'est exactement le problème que je vous ai décrit. Donc Spark, en fait, il n'a pas moyen de savoir est-ce que la donnée a disparu. Il décide de recommencer et il va recréer du coup euh, ABCD. On voit que le réducteur 0 avec ADF, HKL, lui est déjà réussi, il ne va pas être fait. Et là, on refait passer une fonction random, mais elle ne produit pas, pas les mêmes chiffres, en fait. Bah, si jamais on se remet à faire le hash, on ne va pas avoir les mêmes valeurs de modulo, et donc du coup, on va se retrouver avec un réducteur qui va prendre cette fois-ci A et C. Mais si vous regardez bien la donnée, en fait, on a A qui est en double et B qui est manquant. Donc, c'est super grave. Et comment on règle un problème comme ça? Bah, en fait, il faut que la fonction de randomisation, elle utilise une seed en fait, qui soit déterministe. Et il se trouve que chaque partition a un ID, la partition 0, la partition 1, etc. Donc, on peut utiliser cet ID pour recréer une partition et attribuer le hash de manière déterministe. Si on le fait, on se retrouve avec la bonne data. Mais il y a un autre problème aussi qui peut se produire avec la répartition et qui est euh, un petit peu plus pernicieux. C'est que ABCD, là, je l'ai fait apparaître comme ça.
out of thin air. Et ce qu'il faut voir, c'est que si vous repensez au DAG, c'est une série de MapReduce, MapReduce, MapReduce. Donc probablement que A, B, C, D, ça a été fetché à partir de map-output-file. Et pendant cette phase de fetching, on a juste des milliers de requêtes qui partent en parallèle et qui arrivent de manière complètement indéterministe. Donc quand je retry, euh, et bah, du coup, je peux me retrouver par exemple avec B et C qui arrivent avant A et D, et hop, j'ai cet ordre-là. Donc là, c'est cool, je réapplique ma fonction avec ma seed, mais je refais n'importe quoi, et du coup, je me retrouve encore avec A en double et B manquant. Et ça, en fait, c'est fixé aussi dans Spark. En fait, il faut faire un sort avant de mettre la fonction de randomisation. Et ça a été fixé. Donc voilà, je comprends pas. Et ça m'embête. Bah, quand c'est comme ça, il n'y a plus le choix. Il faut aller dans le code source. Alors, le sort, en fait, les rows de données, là, j'ai mis A, B, C, D, E, F, G, H. À ce niveau du code Spark, c'est de la donnée purement binaire. C'est un array long qui stocke un format binaire qui est compris par Spark, manipulé par Spark. Cette partie du code fait juste la répartition. Donc, elle n'a rien à faire du nom des colonnes, de quoi que ce soit. Elle s'intéresse juste à associer un row binaire avec un random ID, etc. Donc, c'est une comparaison bit à bit qui est fait pour faire le sort. Mais pour que ce soit un peu plus performant, ils utilisent une méthode de hash. Ils appellent ça un préfixe. Donc, en fait, du coup, comme il faut évaluer plusieurs fois, bah, grâce au préfixe, ils peuvent rapidement faire un sorting. Et quand il y a des préfixes et qu'il y a des collisions de hashcode, ce qui est rare mais qui peut se produire, là, ils ont recours à la comparaison bit à bit. Donc là, déjà, je me dis, bon, clairement, ça, c'est au cœur du problème. Le fait que ce soit pas trié, je vois pas trop de problème à la fonction de hash, c'est un truc hyper standard, XOR, etc. A priori, mais bon, je veux distinguer, est-ce que c'est la partie hashcode, est-ce que c'est le sort lui-même qui est mal fait? Donc, je modifie le code hyper simplement. Voilà, le hashcode, c'est toujours le même, donc je force de faire la comparaison bit à bit. C'est la manière la moins coûteuse que j'ai trouvé de forcer à faire ça. Et là, du coup, je peux relancer le job avec le dry run, mais avec la version, pardon, forkée de Spark. Et là, ça marche. Je reproduis le problème, le vrai, je l'ai fait plein de fois. Et là, j'ai plus de soucis. J'ai plus de soucis. Donc, OK. Déjà, on voit que c'est cette partie hashcode, une fiction de Tutor. Et hop, encore une fausse piste, un collègue qui veut aider. J'ai vu qu'un CFRO est mutable, donc ça peut être modifié, blablabla. On extrapole, on imagine des trucs parce que la mutabilité, c'est pas bien, surtout dans le monde Scala, etc. Non, stop, stop, stop. On va essayer d'observer. Donc, le truc, c'est qu'on a des centaines de millions d'euros qui sont générés. On a un cluster de production avec 3000 machines. Le job, il se répartit sur à peu près 50 serveurs random au moment où il se lance. Les formats intermédiaires de Spark, c'est du raw binaire, c'est in-memory. OK, comment je vais faire? Bon, alors j'ai une idée, mais vous pourriez avoir plein d'idées. Je vous montre celle que j'ai eue. Ça a été de monter un petit cluster G10 comme ça, rapidement, dans un coin. Donc, j'ai accès à des machines comme ça qui ont 300-400 gigas de RAM, c'est assez pratique. Donc, je peux monter un gros cluster Redis qui va pouvoir hop, prendre mon dataset comme ça. Et en fait, j'ai deux lignes de code. C'est ça qui m'a intéressé aussi, c'est que c'était rapide à mettre en œuvre. S'il avait fallu faire quelque chose de plus long, j'aurais pu essayer d'écrire sur HDFS directement. Enfin, ouais. Il y avait plein d'autres solutions. Euh, Autre chose que j'aimais avec Redis, c'était la possibilité d'avoir une clé et de rajouter des valeurs à cette clé comme si c'était un set. Donc en fait, je pouvais vraiment reconstituer l'ID du stage, le temp number et la partition. Alors ce que j'ai stocké, ça ressemblait à ça. Donc on a le préfixe, et comme je vous ai dit, c'est un tableau de longue. Euh, Ce qu'il y a, c'est qu'à ce niveau-là, c'est vraiment un array de longues, mais qui est utilisé comme un flux binaire, quoi. Donc, on voit que des longues qui sont affichées, mais en fait, il peut y avoir un int, une string, des flottants. Voilà, il y a tout là-dedans. Ma clé Redis, c'est le stage, je temp la partition ID. Donc, j'ai pu faire tourner mon job et bien remplir mon Redis. Ça marche bien. Bah, ce que je vais faire, c'est que dans le dernier stage,
pour chaque partition qui a eu un problème, je vais pouvoir comparer sa première exécution avec le retry. Et en fait, je vais faire un diff parce que ce que ça m'indique, c'est qu'il y a des rows qui étaient présents avant qui sont plus là, ou en tout cas des préfixes plutôt qui étaient là avant et qui ne sont plus là. Et j'ai des préfixes aussi qui sont apparus. Données manquantes, données dupliquées. Donc je regarde. Et en fait, il y a peu de rows. Il y en a quand même. Et surtout, il y a des rows qui sont très, très similaires. Et là, j'ai même l'impression que c'est les mêmes. Donc je comprends pas. Et du coup, bah, oui, c'était dur à voir parce que c'est le 300e caractère qui avait une petite différence. Ça ressemble à ça. Donc, OK, on avance parce que déjà, ça me montre qu'effectivement, oui, la fonction de h, c'est sûr qu'elle va me retourner quelque chose de différent avec ça. Donc là, voilà, c'est pas la fonction de h qui a un problème, c'est ça, c'est le 3 avec le 4. Mais c'est quoi ce truc? OK, bon, bah alors commence par serialize 0, hein, voilà. Bon, bah il faut rentrer dans le code source aussi, il faut regarder les méthodes. Je me fais mon petit main dans mon fork de Spark. Faut faire attention à bien inverser les bits. Voilà, il y a des petits détails. Et aussi, je prends la grosse requête SQL, là, de 1500 lignes. J'essaie de trouver à la fin, bah, dans le groupe, le select group by, tous les champs pour dire, OK, c'est un long, c'est un entier, c'est une string, etc. Et du coup, il y a une ligne de 70 champs, un truc comme ça. Bon, je le fais. Ça prend un petit peu de temps, mais pas tant que ça par rapport à tout le reste du debugging. Et le résultat, ça me montre la chose suivante, en fait. Voilà, il y a une valeur qui change ici. Et quand je regarde ça sur plein de rows, euh, à chaque fois, ça peut être des champs différents, mais c'est toujours un float ou un double. Alors, ça tombe bien, j'ai un peu de temps. Je ne savais pas si j'allais vous faire un petit deep dive là-dessus. On va reparler des virgules flottantes. Il y a José Pomar, ça met un peu la pression là. OK. Euh, on va écrire 6,625 en point à virgule flottante. Bon, voilà. Là, vraiment, je fais la décomposition plus basique pour écrire en binaire. Sur toute la partie entière, ça va. Et voilà, on arrive jusqu'à 0. Après, comment on continue? Juste pour petit rappel, hein, 2 puissance moins 1, c'est un demi. 2 puissance moins 2, du coup, c'est un quart, etc., etc. Donc, on peut continuer la décomposition, en fait, avec des puissances négatives. Et là, on se rend compte qu'on peut mettre une fois 2 puissance moins 1, et après, 0 fois 2 puissance moins 2, et encore une fois 2 puissance moins 3. Donc, j'obtiens ce nombre-là écrit en binaire. La virgule permettant de séparer les puissances positives et négatives. Ensuite, ah, pardon, en fait, je regardais mon écran droit, donc je suis peut-être allé un petit peu vite. Voilà, ça donne ça. Maintenant, je prends ce nombre et je vais décaler la virgule jusqu'à avoir un 1 devant. Donc là, dans ce cas-là, il faut la décaler vers la gauche. J'aurais pu avoir besoin de la décaler vers la droite. Ça me donne la chose suivante. Comme j'ai décalé deux fois, ça fait fois 2 puissance 2. C'est comme une notation scientifique, en fait, mais en base 2. Maintenant, j'ai quoi? J'ai besoin de quoi comme info pour stocker ça? Donc, le signe sur un bit, là, c'est positif. J'ai besoin d'avoir l'exposant. Donc ici, c'était 2. Alors, les exposants peuvent être signés. Ça peut être, j'aurais pu avoir du 2 puissance moins 2, moins 3, etc. Donc, du coup, il y a 255 valeurs possibles. 127, moins 127 et le 0. Donc là, on fait 2 plus 127, ça donne 129. Ça donne ça en binaire. Et ce qu'on appelle la mantis, en fait, ça va être cette partie-là, 1,101010. Par construction, j'ai fait en sorte qu'il y ait un 1 devant, 1, quelque chose. Donc ce 1, j'ai pas besoin de le coder, c'est redondant. Je vais me contenter de stocker ce qu'il y a après la virgule. Et du coup, je vais mettre des zéros pour arriver jusqu'à, là, c'est un float de 32 bits. Donc voilà, ça me donne ça. Je vais revenir là-dessus. Et je vais aussi revenir sur ce point-là, avant de continuer sur les floats. Souvenez-vous que la donnée peut arriver dans un ordre indéterministe. Donc là, j'ai un groupe by avec un float et un double. Et j'ai une donnée qui peut arriver voilà, de manière indéterministe. Et l'addition, c'est commutatif. Non, pas en float. OK.
Ça, c'était évident pour tout le monde ou pas? Ou ça vous rappelle des vieux cours? Ok, bon, on va voir pourquoi ça tombe bien, on est à 5 minutes. Après, on y est presque. Ok, donc je vous ai montré comment on construisait. Imaginez ce nombre-là, qui est en fait 2 puissance 24. Je l'écris exprès en notation scientifique 1.0 fois 2 puissance 24. 24 plus 27, 151, voilà. Ça me donne ce float-là. Imaginons 1. 1, c'est 1 fois 2 puissance 0, donc 0 plus 127, ça donne ça. Imaginons 2. 2, c'est 1 fois 2 puissance 1, 1 plus 127, ça donne ceci. Maintenant, on va faire des additions. On va additionner ça avec 2. Alors, comment on fait des additions? Donc là, je reprends 16 millions et des poussières. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que ça, c'est l'exposant 24 et que la mantis, en fait, là, elle représente des 2 puissance 23, 2 puissance 22, etc. Alors que quand j'écris 2 en float, j'ai pas du tout le même exposant. Du coup, la mantis, ça représente pas du tout la même chose. Elle représente des 2 puissance 0, 2 puissance moins 1. Donc, pour pouvoir faire l'addition, en fait, je vais représenter la mantis de la valeur qui a le plus petit exposant dans celle qui a le plus gros. Ce que je veux dire, c'est que je vais essayer de représenter, en fait, donc 24 moins 1, ça fait décaler 23 bits vers la droite. On n'oublie pas le 1 implicite. Donc 2.0, c'était 1.0 fois 2 puissance, etc. Il ne faut pas oublier ce 1-là. Si je décale 24 fois, j'obtiens la chose suivante, en fait, que 2, c'est égal à 0.001 fois 2 puissance 24. Et là, ce 1, il est à la 23e position, le 23e bit. Du coup, maintenant, je peux additionner les mantis, donc celle du 2.0 avec l'exposant 24, et le 1.0, etc. Ça me donne ceci. Et donc, du coup, on voit que j'ai à nouveau le format mantis à 1.00 avec un 1 au bout, fois 2 puissance 24. Donc, ça me donne ça. J'ai bien mon 1 qui est au bout, en gras. Regardons 1 plus 1. Donc là, on a compris, il n'y a pas de décalage cette fois-ci. Il faut juste additionner. Il ne faut pas oublier les 1. Du coup, ça donne ça. Donc là, on se retrouve avec un 2 à rajouter dans l'exposant. Donc si on le rajoute, ça donne ça. Et ça, c'est bien 2 en float. Ouf, 1 plus 1 en float, ça me fait bien 2. Tant mieux. Et maintenant, si on fait 16 millions, etc., plus 1, qu'est-ce que ça donne? Donc là, on est avec 0 cette fois-ci en exposant. On fait toujours cette opération. Et là, il faut décaler de 24 bits vers la droite. On n'oublie pas le 1. Mais le 1, on le décale au 24e bit. C'est trop loin, en fait. Il est perdu. Donc 16 777 216 plus 1 en float, ça fait 16 777 216. Et en fait, ce que ça a comme conséquence, c'est que si vous faites plus 1, ça vous sortira le même nombre. Vous inversez 1 plus ce nombre-là, ça fait un nouveau nombre. Donc voilà. Ah, c'est l'associativité. Pardon. Merci. Je savais que j'ai. Ok, bah en fait, voilà, on y est. Repartition retry, ça peut poser problème à cause de l'ordre indéterminé du fetching. Normalement, il y a un sort qui fixe ça, mais si c'est des agrégations de virgules flottantes, les rows peuvent être intrinsèquement de nature différente. Et du coup, le hashcode ne marche pas. Et on se retrouve dans le problème qu'il pensait avoir fixé. Donc, j'ai ouvert ce ticket et il n'y a aucune réponse de la communauté Spark. J'ai écrit à Databricks récemment, après quasiment un an, pour leur demander. Ils m'ont demandé si je voulais voir un commercial. Voilà, donc si vous faites du Spark, franchement, je vous encourage à aller voir ce bug, à regarder. Vous pouvez me dire si la description n'est pas terrible. Si là, vous avez bien compris, vous comprenez que c'est un super gros problème, en fait, et il n'y a pas grand monde qui est tombé dessus. Euh, voilà. Alors, quelques conclusions. C'est un peu pêle-mêle, donc ça va faire un gros slide. Ce à quoi j'ai essayé de penser, en fait, comme enseignement. C'est, bah voilà, je l'ai pas mal répété, je le répète encore un coup, ne faites pas des hypothèses ad hoc et essayez pas d'extrapoler dessus.
N'essayez pas d'imaginer un scénario entier et après tenter de le prouver. Répétez les tests. Vous pouvez les présenter à vos collègues. En fait, c'est comme ça que je me suis rendu compte que je faisais pas le bon test. Je le présente à mes collègues et là, mince, je me rends compte que mon explication elle est un peu bancale parce que, eh ben oui, en fait, c'est pas le même stage que je suis en train de tuer. Voilà, faut être humble, pas avoir peur de se tromper, mais c'est toujours enrichissant de présenter son travail, y compris dans ce genre de situation. Faut y aller toujours par élimination, hein, voilà. C'est pas une théorie qu'on prouve, c'est des choses qu'on élimine les unes après les autres pour gratter, gratter et arriver au problème, en fait. Voilà. Alors, les biais cognitifs, le biais de confirmation, l'effet de halo, c'est le fait de voir que des hypothèses qui vont nous intéresser. L'effet Stroop, j'ai trouvé marrant. En fait, c'est pas vraiment. L'effet Stroop, vous avez peut-être vu ça, c'est quand on doit donner des couleurs de certains mots. Alors, si le mot, il est écrit, il porte le nom de la couleur, rouge, vert, on n'a pas de problème. Mais si par contre, euh, le mot c'est vert qui est écrit, mais il est en rouge, bah, dire rouge alors qu'il est écrit vert, ça va nous poser un blocage comme ça de cerveau. Donc, ce que je voulais illustrer par là, c'est que vous allez avoir plein de trucs parasites, en fait, que ce soit dans ce que vous allez observer dans la donnée, mais aussi vos collègues, l'environnement, qui vont vous détourner du problème. Et voilà, on tombe rapidement dedans. Lisez le code source. Je peux j'ai vraiment débugué la plupart des bugs que j'ai débugués, c'est en allant voir le code source. Vraiment. Voilà. Et j'en ai débugué un paquet avec Hadoop, etc. Donc c'est imparable. Et bien sûr, les bug trackers, en fait, c'est super important. Je sais pas si c'est quelque chose que vous avez l'habitude d'aller voir. Donc, il faut faire attention. Justement, faut pas trouver un bug, essayer de coller son problème. Mais bon, voilà, ça arrive quand même de trouver des bugs qui ont été, voilà, ne pas faire l'effort. C'est là, ça correspond vraiment. Et vous pouvez aussi trouver d'autres bugs, là, comme le bug de répartition, qui sont assez proches. Alors, évitez le closed source, s'il vous plaît. Si vous êtes en closed source, démissionnez. Cultiver un bon vernis de connaissances générales. Alors, ouais, je dis vraiment full stack. Ça fait un peu troll. Ce que je voulais dire par là, c'est surtout que souvent full stack, on entend front dev. Ce que je veux dire, c'est voilà, par exemple, les floats, avoir une culture G dessus, ça peut donner le petit indice. Il y a tout un paquet de sujets comme ça sur le network, sur comment marchent les processeurs, les OS. Voilà. Et n'hésitez pas à être assez large dans votre spectre de connaissances, ça vous aidera. Et ne soyez jamais satisfait d'un problème qui n'est pas complètement compris. Bon, voilà, ça c'est comme vous voulez, moi j'y arrive pas. Et un truc en tout cas qui est assez net et qui est très très gratifiant, c'est que quand le problème est compris, absolument tout devient clair. Et tout ce que vous avez pu observer, que vous ne compreniez pas, d'un seul coup, ça prend du sens. Tout à l'heure, je vous ai mentionné que j'avais observé que si toutes les tâches de Reduce failaient et que c'était retry, il n'y avait pas de problème. C'était incompréhensible, mais maintenant c'est très clair. Si on refait toutes les tries de Reduce, on refait toutes les tâches de map, peu importe les distributions et que l'ordre a changé, puisqu'on a tout retry. Du coup, ça devient clair. Ce qui était incompréhensible devient limpide. Et cet effet-là, il est très, très, très gratifiant. Et là, vous êtes vraiment sûr que vous avez bien résolu le problème, que ça ne va pas se repasser dans les mêmes conditions. Je remets ça si vous faites des screenshots pour que vraiment vous alliez voter sur cet issue et je vous remercie beaucoup. Question. Visiblement très clair. Attends, une question? Vas-y, tu peux parler dedans. Oui, déjà, merci pour la présentation. Euh, Ça t'a pris combien de temps? Euh, Et combien de nuits aussi? Non, non, ça m'a pas pris des nuits. Pour le coup, je fais attention, j'ai des enfants, tout ça. Il y a un moment, je sépare. Alors, honnêtement, il y a juste un soir que j'ai fait un truc, et c'était avec Anne, c'était quand j'étais vraiment proche là, de la solution, que j'ai vu des rows qui étaient différents avec le Redis. J'étais à Criteo, il devait être 4h30 de l'après-midi, et on avait un événement, style, pas un jog, mais voilà, dans le même genre. Et en rentrant chez moi, j'ai passé 1 heure à faire la partie system out là pour voir le champ. Après, j'étais tout content de lui partager. Mais sinon, non, j'ai pas passé des nuits.
Je sais pas, je pense peut-être 2, 3 semaines. Après, je faisais pas que ça, mais je pense que le temps, les laps de temps, c'était 2, 3 semaines. Ouais, Ça a été assez. Ça, ok. Ouais, de quoi? Ouais, ça va, ouais, ouais, mais c'est. Ouais, mais après, c'était bon, assez intense quand même, quoi. Je veux dire, oui, je passais mes journées à lancer des jobs, les répéter et tout. Oui, il peut y avoir des bugs qui sont plus longs. Après, là, ce qui était assez particulier, c'était vraiment tout ce contexte avec plein de choses. Genre, ils viennent de mettre en place QB et la QE. On est en pleine migration de cluster. Il y a des problèmes de partout. Et il faut faire le tri dans tout ça pour aller trouver un problème dans Spark, quoi. C'est vraiment le truc, genre, on n'ose pas remettre en cause le framework utilisé par tout le monde et toute la planète, quoi. Et pourtant, bah si. Et voilà, il y avait aussi ce côté assez spécifique de ce bug-là, c'est de pas se faire intimider, quoi, aussi, de se dire, bah non, en fait, euh, n'importe quel code est sujet à des bugs, finalement. avec des restrictions sur la France. Oui, oui, tu bossais sur le... Voilà, ça, c'est les trucs. Hop, moi, j'ai fait ce troupe. Quand tu pars, on parle. Tu connais. Oui, bonjour. Et pour corriger, vous avez fait comment? Alors, bah, franchement, pour corriger, pour l'instant, on n'a que la mitigation en place. Donc là, on sait vraiment qu'effectivement, elle aide parce que, en fait, cette mitigation, elle dit à Spark de ne pas activer ce fameux patch qu'ils ont fait avec le sort et où il se croit safe. Et du coup, il fait failer le job. Ce qu'il y a, c'est que pour avoir une mitigation assez solide, il faut que ce soit pris en compte par la communauté de Spark. Nous, on ne va pas backporter par exemple, un patch, ça pourrait être juste de mettre le 42 que j'ai mis, quoi. Voilà, mais c'est pas terrible et j'ai même pas étudié parce que le fait de faire le sort bit à bit, pourquoi il n'y a pas de problème dans ce cas-là? C'est vrai que ça, c'est une autre chose que j'ai pas expliqué qui devient claire. Bah, c'est que les rows, ils sont très proches les uns des autres. Donc, en fait, si c'est un bit qui a le 300e caractère, il n'y a aucun autre row qui est aussi identique que celui-là et il se retrouve à la même position, en fait. Euh, mais voilà, pour avoir un bon fixe, il faudrait que ce soit fait dans le code de Spark, que ça vive avec les nouvelles versions de Spark et peut-être que ce soit voilà, vraiment solide, quoi, et pas acquis. D'où le ticket et d'où le désarroi de voir que c'est pas pris en compte. Donc, oui. Euh, j'ai capté qu'il y avait un problème avec de l'addition de float. Et Mhm. pourquoi est-ce qu'il y a de l'addition de float et pas de l'addition d'entier, par exemple, où il n'y aurait pas de problème, j'imagine. Enfin, Ouais, alors, j'ai pas de bonne réponse là-dessus. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que je prends le problème différemment. À un instant T, il y a tellement de jobs, de requêtes, SQL qui sont créés, etc., qu'on ne peut pas, a priori, en fait, tracer tous les gens qui vont faire ça pour une bonne raison ou pour une mauvaise raison. Donc, en fait, il faut que mon code, enfin, ou le code de Spark, se prémunisse de ces problèmes-là. Tu vois, si je vais aller voir l'équipe, ouais, ils vont trouver une autre manière, ils vont pas faire la somme sur du double, ils vont. Euh, bah, attends, il y en a une autre qui va créer le truc. Et cette fois-ci, elle vérifiera pas sa donnée, et du coup, elle produira les données pourries, et on s'en sera même pas rendu compte. Donc, voilà. Ouais, parce que pour moi, enfin, là, c'est le côté scolaire, mais normalement, tu fais pas ça en float ni en double au Python, mais tu utilises Big Double ou Big Int. Ouais, Big là, en Float. fait, ils écrivent des requêtes SQL directement qui sont. Bah, donc, c'est la traduction de SQL qui est pas bonne. Enfin, Oui, bah, enfin, peut-être, mais non, ouais. voilà, ouais, non, mais c'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que En fait, si par tu veux, défaut, ils ont un DSL SQL qui leur permet de faire quelque chose. ce que je veux Donc, dire, ils l'utilisent, tu là, vois. j'en parle avec Anne, c'est que j'ai rencontré Mhm. ce problème justement sur du Python où je connaissais rien. Et voilà. Et je me suis rappelé qu'en Java, tu utilises du Big Float normalement pour gérer ces problématiques Ouais, de alors, précision. Tu vois ce que je veux dire? oui, oui, mais alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que quelque part, la problématique, euh, la problématique que tu t'attends à voir, c'est que tu fais ta somme et que tu as une petite erreur de précision. Et ça, à la limite, ils le savent et ils s'en fichent. Mais là, la conséquence, c'est quand tu fais un retry, tu as de la donnée manquante et de la donnée dupliquée. Tu vois? C'est-à-dire qu'en fait, ça déclenche autre chose. En fait, ils s'en fichent de l'erreur d'arrondi quelque part. Et du coup, ils sont OK avec ça et ils le font. Mais ce que te cache le framework, c'est que dans une situation de recovery de failure, il va te perdre de la donnée et te faire des doublons.
Bah ça, c'est pas normal. Tu t'attends pas à ça comme problème avec un float, tu vois. Tu t'attends à un problème d'arrondi, tu vois, pas à un problème de corruption de données. Et, hein? Ouais, non, mais tu vois, donc c'est pour ça que pour moi, l'approche, là, c'est vraiment de dire, bah non, en fait, ils ont une sémantique, en fait, qui n'est pas respectée, finalement. Le retry de répartition n'est pas fiable. Tu vois, c'est ce que je veux dire, comprends. tu vois. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, bah écoute, Ok, bon, bah merci beaucoup. voilà.